Je rentrais en voiture de chez mon ami. Il était tard. Je ne sais pas exactement quelle heure il était, mais si je devais estimer, il était probablement 2 ou 3 heures du matin. J'habitais à 20 minutes de là, ce qui n'était pas trop loin, car la plupart des maisons ici sont éloignées les unes des autres. Cependant, avec la pluie et l'absence de lampadaire, il était difficile de voir. Je conduisais donc plus lentement et plus prudemment. 5 minutes plus tard, je me suis arrêté à un feu. Le feu était rouge, mais il y avait une voiture bleue de l'autre côté, en partie dans le carrefour. Les phares et tout le reste étaient allumés, mais elle restait simplement là alors que le feu était vert. 2001. Je ne pouvais pas dire si quelque chose n'allait pas ou s'ils dormaient peut-être, mais lorsque le feu a changé, j'ai avancé et manœuvré lentement autour d'eux. J'ai essayé de regarder discrètement dans leur voiture en passant, mais la pluie sur ma fenêtre m'empêchait de voir la plupart des choses. Un instant seulement, après les avoir dépassés et avoir redescendu la rue, la voiture bleue a fait demi-tour et a commencé à me suivre en bas de la rue. Elle n'était donc pas tombée en panne. J'ai gardé un œil sur les rétroviseurs. Je ne me qualifierais pas de paranoïaque, mais la situation me semblait être une mise en scène. Au bout d'une autre minute, les phares de la voiture se sont éclairés dans mes rétroviseurs alors qu'ils rapprochèrent leur voiture de mon pare-choc. Par ce temps, j'étais vraiment mal à l'aise. J'ai regardé en arrière, sur la route, mais j'ai vu une petite lumière s'allumer sur mon tableau de bord. C'était un signal indiquant qu'un de mes pneus manquait d'air. Un signal habituel, mais compte tenu de la situation, cela m'a semblé être une coïncidence qu'il s'allume à ce moment précis. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu la voiture qui me poursuivait toujours. Ils étaient aussi proches que leurs phares rendaient presque impossible de voir la vraie voiture. Je n'étais plus qu'à 4 ou 5 minutes de chez moi et j'approchais de l'entrée du quartier lorsque mon tableau de bord a clignoté d'un nouveau signal, un pneu crevé. Mon estomac s'est mis à trembler. Au S où j'ai vu le signal, j'ai rassemblé toutes les pièces et j'étais presque sûr à 100% que la voiture derrière moi avait fait quelque chose. J'ai continué à rouler pendant 1 minute dans l'espoir de me rapprocher de chez moi, mais j'ai senti ma voiture s'enfoncer sur la gauche et je roulais pratiquement sur les jantes. Maintenant, je devais m'arrêter. La voiture derrière moi a fait de même. J'aurais dû appeler quelqu'un dès que je me suis garé, mais j'étais tellement inquiet et concentré sur ce que faisait la personne derrière moi que cela ne m'est même pas venu à l'esprit. 2000 fois, même si j'avais appelé quelqu'un, cela n'aurait probablement pas empêché ce qui s'est passé ensuite. Lorsque je me suis garé, 3 portes de la voiture se sont ouvertes et 3 hommes en sont sortis. Je n'ai eu que quelques secondes pour me préparer et réagir, mais j'étais impuissante et sans défense. Ils se sont précipités vers ma voiture, 2 de mon côté et 1 de l'autre. L'un d'eux s'est approché directement de ma fenêtre, m'a crié d'ouvrir la porte et a pointé une arme sur moi. Tout s'est passé si vite que j'étais tétanisé. J'ai essayé d'attraper la porte, mais l'homme à la porte arrière a frappé quelque chose contre la fenêtre qui s'est brisée. Puis il a tendu la main à l'intérieur et a ouvert la porte arrière. Ils continuaient tous à se crier dessus et à me crier dessus. L'homme à la porte de derrière s'est approché et a ouvert l'autre porte de derrière. Puis il s'est mis devant moi pour ouvrir ma porte. J'étais toujours assis là, les mains en l'air, pour montrer que je ne représentais pas une menace. Je savais qu'il n'y avait pas d'issue, même si j'avais une arme. Lorsque ma porte était ouverte, l'homme armé m'a tiré hors de la voiture et m'a frappé au sol. Ce qui est étrange, c'est que pendant que j'étais allongé sur le sol et que je regardais le trottoir pluvieux, je ne pensais qu'au froid et à l'humidité du trottoir, et non au fait qu'on me plaquait une arme contre l'arrière de la tête ou qu'on me volait et me frappait. Je pense que ma tête essayait de prendre ses distances par rapport à la situation traumatisante dans laquelle je me trouvais. Je ne suis pas resté longtemps par terre avant que les hommes à la voiture ne m'appellent et que l'homme qui me tenait ne me donne un coup derrière la tête, me faisant rebondir sur le trottoir. Je n'étais même pas sûr qu'il m'ait frappé avec un pistolet U-Send ou simplement avec son poing, car j'étais déjà sonné. Je suis toutefois surpris de ne pas avoir perdu connaissance. J'ai entendu les portières de sa voiture se refermer puis s'éloigner. Je me suis retourné, toujours assommé, et j'ai essayé de me ressaisir. Ils avaient pris mon téléphone, j'ai donc été obligé de rentrer chez moi avec ma voiture et d'appeler la police, ce qui a eu pour effet de cabosser et d'endommager mes jantes. Quoi qu'il en soit, l'enquête n'a pas abouti et a seulement révélé que les suspects avaient délibérément placé des petits pneus cloutés sur la route à l'intersection où je l'ai traversée. J'ai eu de la chance de n'avoir touché qu'un seul clou et d'avoir fait moins de dégâts que d'habitude. Ils avaient probablement prévu de me tendre une embuscade à 2000 une fois que je serais tombé dans le piège, mais cela n'a finalement rien donné. J'ai 24 ans et, jusqu'à il y a 3 mois, je vivais seul avec mon chien ours dans une confortable maison mitoyenne. J'y ai emménagé quand j'ai eu 22 ans et un bon travail. J'aimais cette maison parce que c'était le premier appartement que je louais pour moi. Mes 2 années de vie heureuse ont été gâchées par cet événement.
Un soir, dehors, il faisait sombre et il pleuvait assez fort. C'était mon jour de congé. Je me suis donc assis sur une chaise dans mon salon et j'ai fait défiler mon téléphone portable. Il était 8 heures du soir. C'était juste 1 heure avant que j'aille normalement me coucher. L'ours était assis à la porte de derrière depuis un moment et regardait dehors. Il s'est mis à gémir et à courir vers moi, ce qui était sa façon de me dire qu'il devait sortir. Je me suis levé et je l'ai laissé sortir. J'ai ensuite fermé la porte et me suis installé dans la cuisine. Certes, ce n'était qu'une maison mitoyenne. Les cours arrière étaient séparés par une petite clôture, je n'avais donc pas à m'inquiéter que l'ours s'enfuit ou autre. Je dois aussi mentionner que Bière n'est pas un gros chien. Il est simplement duveteux et petit comme un ours en peluche. Pas longtemps, peut-être 15 ou 20 s. Après l'avoir laissé sortir, je l'ai entendu gémir et aboyer. C'était clairement un aboiement recroquevillé, comme s'il fuyait quelque chose. Cela m'a effrayé et je me suis précipité vers la porte, j'ai regardé dehors et j'ai vu Ours revenir vers moi en courant, la queue entre les jambes. Une fois à l'intérieur, j'ai penché la tête vers l'extérieur et j'ai scruté l'arrière-cour, m'attendant à voir un coyote ou quelque chose d'autre tapi près de la clôture, mais il n'y avait rien. Je me suis assuré que l'ours allait bien, puis j'ai fermé la porte à clé. Il ne fait jamais ce genre de choses, c'est pourquoi je m'inquiétais vraiment pour lui. Je l'ai laissé assis sur mes genoux pour le reste de la nuit. Pendant les 30 minutes suivantes, il n'a cessé de lever la tête et de fixer les fenêtres et les portes, à chaque fois différentes. Puis, après 45 minutes, 2011 de position assise, Ours a tourné la tête et a fixé la fenêtre derrière moi, baissant les oreilles et grognant. « Ours !» dis-je en me retournant pour voir où il regardait. Et justement, dans la fenêtre, à quelques mètres de nous, il y avait un homme qui me regardait. Il se tenait presque directement contre la vitre. Je me suis levé d'un bond, j'ai crié et j'ai fait un pas en arrière quand l'homme a sprinté vers le bas du mur de la maison. Bia s'est remise à aboyer à cause du chaos soudain. Je fermais les stores et m'assurais que tous les autres étaient également fermés. Du bref coup d'œil que j'ai pu avoir, je n'ai pas reconnu l'homme. Je ne savais pas qui il était, ce qu'il faisait là, ou pourquoi il me regardait. J'ai essayé d'écouter d'autres signes indiquant qu'il était encore dans les parages, mais la pluie à l'extérieur était trop forte et couvrait tous les bruits possibles. L'ours semblait cependant plus calme, alors je suis resté debout un moment par sécurité. Puis je suis monté à l'étage et j'ai laissé l'ours dormir dans ma chambre. J'ai mis du temps à m'endormir car j'avais beaucoup de choses à faire. Mais au bout d'1 heure environ, je me suis lentement endormi. Quand je me suis réveillé, Ours se tenait juste à côté de la porte de la chambre et la fixait. C'était déjà un drôle de spectacle de se réveiller au milieu de la nuit. Mais moins de quelques secondes plus tard, j'ai entendu quelque chose en dessous de moi. Un homme parlait et peu après, un homme à l'autre bout de la maison me répondait. Leurs pas étaient d'eau bruyants et ils ne semblaient pas chuchoter non plus. C'était comme s'ils ne se souciaient pas de savoir si je savais qu'ils étaient chez moi. La porte de ma chambre était fermée, mais je n'avais nulle part où aller. Je me suis approché doucement de l'ours et j'ai essayé de le calmer. Puis je l'ai pris dans mes bras et je suis allé dans le coin de ma chambre derrière le lit. J'ai mis du temps à comprendre, mais j'ai remarqué que je n'avais entendu aucun bruit au cours de la dernière minute. Pas de pas, ni de voix. J'ai alors sorti mon téléphone portable et j'ai appelé la police. J'ai chuchoté le plus doucement possible en leur donnant mon adresse. Beer a émis un léger grognement, puis s'est mis à aboyer et à gémir lorsque 2 pas ont monté l'escalier. J'ai supplié l'opératrice d'envoyer quelqu'un immédiatement. Les 2 hommes ont recommencé à se parler, mais il était difficile de comprendre leurs paroles. « Eh, nous voulons juste parler. Nous ne sommes pas là pour leur faire du mal », ai-je crié en disant que j'avais appelé la police et qu'ils devaient partir. J'étais paniqué et je ne savais pas quoi faire d'autre. Ensuite, il y a eu une pause. « Nous sommes là pour les aider », a dit l'un des hommes. Je n'ai pas réagi parce que j'essayais de réprimer mes pleurs. « Ouvrez la porte ». Le silence est revenu. Pendant ce qui m'a semblé être 1 minute, je les ai juste entendus respirer derrière la porte avant que l'un d'entre eux ne redescende les escaliers Youssend. Je ne pouvais pas dire où ils descendirent l'escalier, ni s'ils étaient de partis ou non. Mais je j'étais certain que ce n'était que quelques pas qui quittaient la porte de la chambre. Mais c'était si calme et je n'entendais aucun souffle. Au loin, le léger bruit des sirènes s'intensifiait. Enfin, un sentiment de sécurité est revenu. Alors que les sirènes se rapprochaient, j'ai entendu des pas qui sortirent de la maison en bas, mais maintenant je n'étais pas sûr de savoir où se trouvait l'autre homme. Il me semblait très improbable qu'il soit encore devant ma porte, mais je pourrais jurer que je ne l'avais jamais entendu partir. J'ai attendu que la police arrive et se mette en route vers la maison. Je les ai entendus fouiller l'escalier en bas, puis remonter lentement et frapper à ma porte. J'avais presque envie de ne pas ouvrir, car je continuais à penser que l'autre homme devait être quelque part dans les parages. Quand j'ai ouvert la porte, bien qu'il ne s'agisse que d'un fonctionnaire, je lui ai immédiatement fait part de mes inquiétudes. Il m'a indiqué le chemin pour sortir de la maison pendant qu'un de ses partenaires continuait les recherches. Mais personne n'a été trouvé.
Tout ce qu'ils ont pu trouver, ce sont des traces de pas aqueuses dans toute la maison et une fenêtre non verrouillée dont je n'étais honnêtement pas sûr que je la gardais fermée ou non. Cela me faisait peur, car j'étais tellement sûr que l'autre homme était toujours là et que je ne l'avais jamais entendu partir. Mais comme il n'y avait aucune trace de lui, il m'était impossible de dormir la nuit, car j'avais l'impression qu'il y avait encore quelqu'un dans la maison qui me surveillait. Il y a 3 mois, j'ai déménagé. C'était trop de stress pour moi d'avoir une fin aussi lâche, d'autant plus qu'aucun d'entre eux n'a jamais été identifié ou arrêté. Il n'était pas non plus clair quelle était l'intention de ces hommes, ce qui n'est qu'une question de plus sur la liste des incertitudes. Même maintenant, alors que je vis à des kilomètres de là, dans un nouvel appartement, j'ai parfois l'impression de ne pas être seul. Je travaille dans une épicerie au coin d'une petite rue commerçante, The Withousenden. C'est en fait une version locale plus petite d'un 7-11. Pendant un certain temps, je travaillais en équipe du matin, qui commençait à 3 h du matin et finissait à 1 h du matin. J'ai choisi ces équipes parce qu'elles étaient toujours les plus lentes et qu'elles demandaient le moins de travail. Mes tâches consistaient notamment à servir les clients 2001, à remplir les rayons et à sortir les poubelles, ce qui signifiait que je n'avais pratiquement rien à faire. C'était en plein hiver quand cela s'est produit, mais je vis dans un état plus chaud, donc normalement il pleut et ne neige pas. Dehors, il pleuvait légèrement, mais c'était suffisant pour tenir la plupart des gens à l'écart. Dans ces petits matins, j'aime bien m'appuyer contre la façade de l'immeuble et fumer pour passer le temps alors que je ne devrais pas fumer. Mais il n'y avait personne pour m'en empêcher. Le long de la rue commerçante, il y avait peut-être 8 ou 9 autres magasins reliés aux nôtres. Tous étaient des magasins avec des horaires d'ouverture normaux, c'est-à-dire qu'aucun d'entre eux n'avait jamais ouvert avant 6 ou 7 heures du matin. Alors, quand j'ai vu une voiture entrer dans le parking alors que je fumais dehors, j'ai naturellement supposé qu'elle allait entrer dans le supermarché. J'ai éteint ma cigarette et l'ai jetée à la poubelle. Puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai fait le tour. Il n'y avait vraiment rien à faire, alors j'ai simplement attendu que le client entre et s'en aille pour que je puisse à nouveau m'ennuyer seul. Après quelques minutes, personne n'est entré, je suis retourné au coin de la rue et j'ai regardé devant la porte. La voiture était toujours là, sur un parking à proximité, mais les phares étaient éteints et, d'après ce que je pouvais voir, il n'y avait personne à l'intérieur. Comme il pleuvait légèrement dehors et que tous les autres magasins étaient encore fermés, j'étais un peu perplexe quant à l'endroit où ils étaient allés. J'ai regardé une dernière fois autour de moi, je n'ai vu personne. J'ai fermé la porte et je suis retourné à l'intérieur. 30 minutes supplémentaires se sont écoulées sans que rien ne se passe et je crois que je suis resté tout le temps au même endroit derrière le comptoir, absent. J'ai regardé l'heure et, constatant que je n'étais au travail que depuis un peu plus d'1 heure, j'ai décidé de vérifier les poubelles du magasin et de les jeter dans la benne à l'extérieur. J'ai fait le tour de chaque poubelle, j'ai mis le sac dans le caddie et je l'ai remplacé par un nouveau sac. Pendant que je faisais cela, j'ai entendu un léger clic venant de l'extérieur. On aurait dit que quelque chose se déchirait ou se cassait, mais à cause de la pluie qui s'abattait sur le toit, et parce que le bruit était un peu lointain, il était impossible de dire ce que c'était ou d'où il venait exactement. Au moment où cela s'est produit, je n'y ai pas vraiment pensé. Cela ne semblait pas être quelque chose à quoi il fallait penser, juste un autre bruit accidentel que ces vieux bâtiments faisaient. Après avoir rempli le chariot de tous les sacs poubelles, je l'ai fait rouler jusqu'à l'arrière-boutique et j'ai ouvert la porte arrière qui menait à la poubelle. J'ai soupiré car, bien sûr, il pleuvait encore plus fort maintenant, juste au moment où je devais sortir. J'ai tout de même poussé le chariot sous la pluie jusqu'à la poubelle qui se trouvait juste en face de la porte. Après y avoir jeté toutes les ordures, je me suis retourné et me suis dirigé vers la porte. Mais j'ai remarqué que quelque chose n'était pas à sa place. La porte du magasin, qui était directement reliée à la mienne, était ouverte, calée. Je n'y avais jamais vu personne avant 18 h et cela m'a donné à réfléchir. Je suis retourné à l'intérieur pour me mettre à l'abri de la pluie et je suis sorti par la porte d'entrée pour regarder la porte de l'autre magasin. Toutes les lumières étaient éteintes et le magasin avait l'air fermé et vide, comme il l'était toujours à cette heure. J'ai réfléchi quelques minutes avant de me rappeler que je n'avais rien de mieux à faire et je suis retourné à l'extérieur vers la benne à ordures, puis je me suis à nouveau dirigé vers la porte ouverte. Toutes les lumières étaient éteintes, mais elles semblaient mener à une petite pièce ressemblant à une armoire, puis à une autre porte qui menait probablement à la salle de stockage principale. J'y suis entré et me suis placé entre les deux portes pour ne pas avoir l'air de vouloir me faufiler à l'intérieur ou autre. Une fois à l'intérieur, je pouvais entendre quelqu'un bouger dans l'autre pièce, se déplacer et ouvrir des tiroirs. On aurait dit que quelqu'un faisait du désordre, ce qui m'a fait réfléchir encore plus. « Eh, tout va bien là-dedans ?» criai-je dans l'espoir d'obtenir une réponse rassurante d'un employé du magasin voisin. Les bruits ont cessé, j'ai attendu quelques secondes avant de me rendre compte que ce n'était pas normal et que quelque chose n'allait pas. Je suis retourné dehors, sous la pluie,
Alors que je retournais rapidement à mon magasin, j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose à la porte que je venais de quitter. Il m'a fallu une seconde pour le comprendre, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de poignée. Il n'y avait qu'un trou vide, là où se trouve normalement la poignée et la serrure. J'ai ensuite regardé vers le bas la cale qui maintenait la porte ouverte. Maintenant que je voyais qu'il s'agissait effectivement de la poignée cassée, je me suis précipité pour retourner dans mon magasin, verrouillé 2001. Toutes les portes et j'ai appelé les secours et mon directeur de magasin. Dès que j'ai su qu'ils étaient en route, je me suis dirigé vers le mur qui reliait nos magasins et j'ai collé mon oreille contre le mur pour entendre le braquage présumé. Celui qui a fait ça devait savoir que j'avais appelé la police, car il se déplaçait maintenant Youssend rapidement, courant partout, renversant ou bousculant des objets. Au bout de 30 secondes ou une minute, j'ai vu des lumières à l'extérieur et j'ai entendu des sirènes qui s'approchèrent de l'arrière du bâtiment. Les pas se déplaçaient rapidement vers l'arrière du magasin avant que des cris retentissants, que je suppose être ceux des agents, ne se fassent entendre. Au bout d'une minute, j'ai regardé par la porte arrière et j'ai vu une scène moins agitée. Et je suis sorti pour parler aux agents. Je les ai remerciés d'être venus si vite et leur ai donné une explication. Une tête d'oreiller contenant des objets volés d'une valeur de près de 6 000 $ a été trouvée sur l'homme arrêté. Il avait également sur lui une arme à feu vide et une série d'outils permettant de forcer les portes et les serrures. Et sans le savoir, il s'était également introduit dans le magasin situé 2 maisons plus loin. Il n'est pas clair si l'homme savait que je travaillais à ce moment-là. Mais l'éclairage de mon magasin était allumé, il est donc peu probable qu'il se soit introduit dans mon magasin. Mais plusieurs grosses éraflures ont été trouvées à l'arrière de notre poignée de porte, qui pourrait avoir été faite lors d'une précédente tentative.